Docteur Erika Prezik, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je suis la présidente de l'association Life Circle et de la fondation Eternal Spirit en Suisse. Je travaille depuis 37 ans comme médecin de famille dans un petit village et mes patients sont très contents de savoir qu'ils ont toutes les possibilités à la fin de vie, pas seulement la mort assistée. Même sachant qu'ils ont tous le choix, 98% de mes patients choisissent la mort avec les soins palliatifs à la maison, ce que je peux leur offrir. Seulement 2% demandent la mort assistée. À la mort assistée, je parle de la mort assistée au lieu du suicide assisté parce que le suicide normalement est une chose brutale pour la personne mourante et pour sa famille. La mort assistée, au contraire, est douce. Maintenant, aux morts assistées en cas de maladie psychiatrique. Tout d'abord, il faut connaître la loi suisse sur les suicides assistés. La loi suisse est extrêmement ouverte. Elle demande de la personne qui veut mourir et toute sa capacité de discernement et que la personne qui aide ne s'enrichisse pas par la mort assistée. C'est tout. Mais il y a aussi l'ordre des médecins qui a fait des directives. Là, en cas de maladie mentale, il faut un spécialiste, un psychiatre qui juge si la personne a toute sa capacité de discernement. C'est-à-dire, en Suisse, la loi accepte la possibilité de mourir par une mort assistée, même en cas de maladie mentale sans maladie somatique. Et aussi en cas de maladie somatique accompagnée par une maladie psychiatrique, souvent c'est la dépression. Si quelqu'un souffre d'une maladie mentale psychiatrique, il faut se demander 3 choses. D'abord, est-ce que c'est une maladie curable ou incurable? Puis, y a-t-il une possibilité de diminuer la souffrance de la personne? Et le plus important, c'est est-ce que la personne est capable de discernement? Prenons l'exemple de cette jeune dame qui a demandé à mourir à l'âge de 32 ans, très jeune. Elle souffrait d'une dépression grave qui se répétait. Depuis son adolescence, la dépression changeait entre sévère et moyenne ou moins grave, mais elle ne disparaît jamais. La dame était dans un état de dépression constante. Elle disait qu'elle aurait jamais voulu être née et jamais voulu vivre. Elle était hospitalisée dans une clinique psychiatrique 5 fois dans sa vie pour plusieurs mois. Elle a pris beaucoup d'antidépresseurs et rien l'a aidée. Dans les soins psychiatriques, on a essayé tous les traitements possibles, même l'électrochoc. Tous les traitements étaient en vain. Elle s'est adressée envers nous, à notre organisation Life Circle. Comme elle était traitée pour sa dépression en Suisse, elle a trouvé 3 psychiatres qui ont confirmé qu'elle avait toute sa capacité de discernement, qu'elle était capable de décider de continuer à vivre ou de terminer sa vie. La fondation Eternal Spirit donne la possibilité de mourir en dignité à tous les adhérents de l'association Life Circle. Mais en cas de maladie mentale, les directives de la fondation Eternal Spirit demandent une évaluation par au moins 2 psychiatres différents. Dans le cas de cette jeune femme, un des 2 psychiatres lui a proposé de prendre du temps. Il a exigé qu'elle remplisse 6 conditions différentes pour 6 mois. Elle était d'accord, elle a rempli ces conditions pendant 6 mois. Le psychiatre a évalué cette femme au bout des 6 mois et lui a confirmé qu'elle était capable de discernement. Quelques jours après,
elle a pu mourir paisiblement grâce à la Fondation Eternal Spirit. Pour les uns, ça semble trop compliqué, pour les autres, trop facile. La mort, c'est quelque chose de définitif, d'irréversible. C'est pourquoi il faut être à 100% sûr de la part du médecin ainsi que de la part du patient. Je voudrais vous expliquer mon opinion personnelle. Il y a beaucoup de maladies psychiatriques qui sont incurables. Ceci est montré par la quantité de personnes qui retournent plusieurs fois dans les cliniques psychiatriques. Ils ne sont pas à traiter. Il y a beaucoup de maladies psychiatriques qui provoquent des souffrances intolérables. Ceci est démontré par la quantité de personnes qui se suicident, même pendant ou après un séjour dans un service psychiatrique. Si on accepte la maladie somatique incurable pour la mort assistée, est-ce pas injuste de ne pas accepter autant les maladies psychiatriques incurables? Un autre exemple. On a eu un adhérent suisse qui souffrait d'attaques d'hurlements après un accident vasculaire cérébral. Il en a beaucoup souffert pendant 3 ans. Il ne pouvait pas contrôler ses attaques d'hurlements. Ça pouvait commencer à la maison, au restaurant, dans n'importe quelle situation. Et il ne trouvait aucune raison qui soit à l'origine de ces attaques d'hurlements. Sa femme n'osait plus sortir avec lui et les voisins ont appelé la police plusieurs fois à cause de ces hurlements. Il n'en pouvait plus, ce monsieur. Il avait l'âge de 73 ans. Même après 3 ans de souffrance, les psychiatres étaient convaincus qu'il y avait un traitement pour cette maladie. Aucun d'entre eux n'a voulu lui confirmer sa capacité de discernement. À la fin, il s'est jeté d'un rocher de 50 mètres pas loin de son domicile. Avant de se jeter, il a appelé sa femme, il a dit au revoir. Son médecin traitant, il lui a dit qu'il a fait pas de bonnes choses. La police et la REGA, c'est l'hélicoptère d'assistance, et il leur a dit qu'ils pouvaient ramasser son corps. C'est une catastrophe d'humidité, c'est ce que je pense. Pour moi, c'était très dur. J'étais convaincue qu'il avait toute sa capacité de discernement. Je l'ai connu depuis 3 ans et à la fin, il décidait lui-même. Mais il aurait dû pouvoir avoir le droit de terminer sa vie en présence de la famille en paix, pas en solitude sur ce rocher. Par cet exemple, vous voyez que même en Suisse, il est extrêmement difficile de trouver un psychiatre qui accepte le désir de mourir en dignité en cas de maladie psychiatrique. Mais le plus grand problème auquel nous sommes confrontés est la dépression qui résulte d'une maladie grave somatique. Imaginez-vous que vous étiez toujours en pleine forme, tout d'un coup, vous sentez des douleurs atroces dans votre estomac. Vous consultez votre médecin et le scanner révèle une tumeur du pancréas avec métastase dans le foie, les poumons et les os. Je pense que la personne dans cette situation qui ne réagit pas par une dépression ne serait pas normale. La dépression est une réaction normale en cas de maladie incurable, mais n'entraîne pas du tout la perte de la capacité de discernement. Le patient est tout à fait capable de décider s'il veut accepter la chirurgie ou la chimio ou la radiothérapie ou s'il ne veut accepter aucun traitement du tout. Si le patient souffrant d'une dépression réactive déclenchée par la maladie incurable somatique se décide pour une mort assistée, il lui faut
un psychiatre selon les directives de l'Ordre des médecins suisses. En ce point, je ne suis pas du tout d'accord, mais ça nous donne beaucoup de problèmes. Les directives de l'Ordre des médecins suisses exigent un psychiatre en cas de dépression dans tous les cas, mais il y a très peu de psychiatres qui acceptent de juger une personne sur la capacité de discernement lorsqu'il veut mourir. Ils ont l'impression que le vœu de mourir, ça les rend incapables de discernement et dépressives. Il n'y a pas assez de psychiatres qui acceptent le désir de mourir en Suisse. C'est-à-dire, même avec la loi suisse tellement ouverte, en cas de dépression accompagnant une maladie incurable somatique, il n'est parfois pas possible d'exercer le droit de mourir en dignité car on ne trouve pas de psychiatre. Moi, comme médecin généraliste, et comme tous les autres médecins généralistes en Suisse, je ne suis pas capable d'évaluer la capacité de discernement. Nous devons le faire tous les jours dans notre travail comme médecin de famille. Au moment d'écrire un testament, j'ai le droit de confirmer la capacité de discernement chez les personnes dépressives, comme chez les personnes qui souffrent d'une démence. Mais lorsqu'il s'agit d'une aide à mourir médicalement, il faut consulter un psychiatre, comme si la décision sur la vie était plus difficile que la décision sur l'argent en cas d'un testament. À la fin, je suis convaincue que, premièrement, il y a beaucoup de maladies psychiatriques incurables. Et ceux qui souffrent d'une telle maladie ont le droit de mourir en dignité. Je suis d'accord dans ces cas que leur capacité mentale soit évaluée par un psychiatre. Deuxièmement, en cas d'une dépression réactive à une maladie somatique incurable, il ne faut pas de psychiatre pour évaluer la capacité de discernement. Dans ce cas-là, il suffit de médecin généraliste. Mais comment trouver des psychiatres qui seraient d'accord pour évaluer la capacité de discernement en cas de maladie psychiatrique? On y travaille en Suisse. C'est difficile. Convaincre les psychiatres sera le travail le plus difficile. Et voici mon vœu le plus important. C'est que la légalisation dans tous les pays soit réalisée afin que personne n'ait plus besoin de voyager en Suisse pour la mort assistée volontaire. Il y a pour moi un seul point pour la mort assistée et c'est quand des gens doivent voyager de la France, Europe, d'Australie, du Japon, envers la Suisse pour trouver la mort douce. Je vous remercie de votre attention et je suis prête pour les questions. Alors, il y a une première question qui concerne non pas les cas de dépression, mais le sentiment d'une vie qui n'a plus d'intérêt à cause de la vieillesse et à cause des polyhandicaps de la vieillesse. Est-ce que ce type de demande de fin de vie de quelqu'un qui estime que sa vieillesse rend trop pénible la vie est recevable en Suisse? C'est une question qui m'est posée. Oui. Il est possible, quand on souffre de beaucoup de maladies de la vieillesse, il est possible de mourir en Suisse. Normalement, à l'âge de 85 ans et plus, on n'a pas de problème du tout. S'il y a une personne qui est au-dessous de 80 ans, on se demande, ou les autorités en Suisse se demandent, est-ce que cette personne souffre en même temps d'une dépression? C'est-à-dire les personnes qui ont des maladies qui ne sont pas très graves et qui désirent de mourir à cause de leur âge,
on les envoie chez un psychiatre. On n'a pas eu de psychiatre du tout pour un an et demi, et on a eu 5 personnes qui se sont suicidées par sauter devant le train et comme ça. Et maintenant, on a encore une fois mis tout l'effort pour trouver des psychiatres au moment où on a 2 psychiatres qui jugent. C'est-à-dire une telle personne devrait être jugée en Suisse par un psychiatre suisse pour la capacité de discernement et pour exclure une dépression cachée. Mais c'est possible, ils sont acceptés. Et une autre question concernant les personnes qui sont dépressives, mais qui le sont parce qu'elles ont une maladie très invalidante. Est-ce que la demande de fin de vie est recevable à la fois à cause de cette maladie très invalidante? Est-ce que ce n'est pas ça qui, à ce moment-là, va être le critère prioritaire? La maladie très invalidante est chargée plus profond que la dépression. C'est, comme j'ai dit, c'est la situation de la dépression réactive à cause de la maladie. Alors, si la maladie provoque la dépression, prenons la maladie de Charcot, c'est affreux, c'est les jeunes gens très souvent, et ça s'aggrave très très vite. Et normalement, les gens avec maladie de Charcot, ils sont dépressifs. Normalement, si la dépression n'existe pas dans la liste des diagnoses, c'est pas de problème du tout. C'est accepté sans psychiatre. S'il y a un médicament comme le Remeron ou antidépresseur qu'ils prennent, ou s'il y a la dépression dans la liste des diagnoses, on doit avoir un psychiatre qui juge. Et au moment, comme j'ai dit, on est dans une situation assez bonne, qu'on a 2 psychiatres qui jugent en ces cas. Le problème qu'on a plutôt est s'il y a des gens qui sont dépressifs toute leur vie, qui ont la schizophrénie, la bipolarité. En ce cas, c'est presque impossible en Suisse parce que là, il faut avoir vraiment pas seulement une visite avec le psychiatre, il faudrait avoir un traitement et plusieurs visites avec un psychiatre, ce qui n'est pas possible en Suisse pour quelqu'un d'étranger. Alors, il y aura une question tout à l'heure pour Dr François Damas sur cette question. Est-ce que la dépression chronique est recevable comme cause de suicide de suicide en Belgique? Donc, vous me donnez la parole. Hein. Oui. Alors, la loi dit que s'il y a des souffrances psychiques provoquées par une maladie grave et incurable, ça marche. Et la maladie grave et incurable, ça peut être une maladie psychiatrique. D'accord. Donc, il n'y a pas d'opposition légale à ce qu'un jour, on fasse une euthanasie chez quelqu'un qui a une grave dépression. Mais dans les faits, est-ce que ça se fait? Oui, mais c'est très minoritaire. Hein. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont euthanasiées par an en Belgique, 30 pour des problèmes, des maladies d'ordre, pour des souffrances psychiques avec des maladies de type psychiatrique, une trentaine par an. Et ce chiffre n'augmente pas, et plutôt a tendance à stagner ou un peu à diminuer par rapport aux années précédentes. La procédure a intéressé l'Ordre des médecins, et l'Ordre des médecins s'est prononcé sur cette euthanasie concernant des personnes pour souffrance psychique uniquement. Et comme l'a dit Mme Brezig, c'est un peu la même chose en Belgique. L'Ordre des médecins impose que pour aboutir à un acte euthanasique, il faut l'avis de 2 psychiatres indépendants, 2 psychiatres, pour dire que non seulement il y a une capacité de discernement, bien sûr, mais surtout, et c'est ça qui est problématique, il faut que ces 2 psychiatres attestent que la situation de la personne
en question est sans issue, non améliorable. Il n'y a pas d'espoir d'amélioration. Et donc, elle se trouve effectivement dans une impasse de traitement et que l'euthanasie est devenue acceptable dans cette mesure. Donc, il faut deux psychiatres. Et donc, comme l'a dit Mme Prezik, les psychiatres ne se poussent pas au portillon pour donner les avis concernant les fins de vie et surtout pour donner des avis concernant les maladies psychiatriques. Donc, ce n'est pas facile de réunir l'avis des deux psychiatres et c'est la raison pour laquelle le nombre de suicides en Belgique pour des problèmes psychiatriques ne diminue pas. Hein. En Belgique, je vous cite le chiffre connu. Le dernier chiffre que je connais, c'est 2000 suicides par an en Belgique. Hein, 2000 par rapport à 3000 euthanasies. C'est pas banal. Mais voilà. Donc, en théorie, c'est possible. En pratique, c'est difficile. Et c'est réservé à une toute petite minorité de cas. OK. Une autre question, Madame Erika Prezik, concerne l'utilité de café tabou qui semble exister en Suisse. C'est quoi le café tabou? Oui, le processus de mise en place. Et... Je ne connais pas. On n'utilise que le sodium pentobarbital. Non, je pense que... Non, c'est de réunions. Des réunions qui s'appellent café tabou. Ah, café tabou, oui. En Belgique, il y a des cafés de la mort. Oui. Les cafés tabou, on a tous les 3 mois, on parle ensemble d'un sujet de la mort. Ça aurait dû être demain. On aurait parlé des animaux en connexion de mourir ou de maladies graves, mais ça n'a pas pu prendre place à cause du Covid. Oui. On fait ces réunions pour parler sur quelque chose en connexion avec la fin de vie tous les 3 mois et c'est très intéressant. C'est les cafés tabous, oui. C'est ça. Alors, il y a une question également concernant le nombre de psychiatres en Suisse. Vous semblez, dans ce que vous avez expliqué, avoir du mal à trouver des psychiatres qui puissent examiner les malades. Quelqu'un a même compris qu'il n'y avait que 2 psychiatres en Suisse, mais c'est certainement pas ça. Il y a un tas de psychiatres en Suisse. Il y a très beaucoup de psychiatres. Mais c'est comme Monsieur Dama a dit, les psychiatres, c'est un genre de personnes très difficiles. Ils ont l'impression qu'il y a toujours une possibilité de traitement. Et même s'ils perdent les gens, même s'ils savent que les gens sont très en danger de suicide, même en ce cas, ils n'acceptent pas de leur donner la mort assistée parce que eux, ils décident et eux, ils ont l'impression qu'il y a encore la possibilité d'un traitement. C'est très difficile. C'est difficile avec les médecins en Suisse, mais c'est encore beaucoup plus difficile avec les psychiatres. Exit, la grande organisation en Suisse, eux, je pense, ils ont 5-6 psychiatres, mais ils ont tant à faire pour Exit, ils ne veulent pas travailler pour nous. Et nous, notre organisation Eternal Spirit, nous avons au moment 2 psychiatres, et les 2 psychiatres sont à l'âge de 78 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait si eux, ils arrêtent à travailler ou s'ils tombent malades? Alors, il y a justement une question sur les relations entre Life Circle et Exit et Dignitas. Alors, la relation entre les 3 organisations est très bonne. On parle ensemble, on discute les problèmes, on discute aussi les problèmes juridiques et c'est un grand avantage. Exit, si quelqu'un de l'étranger demande de l'aide à Exit, eux, ils ne prennent pas d'étrangers, c'est-à-dire ils donnent l'adresse de Dignitas et de Life Circle à ces gens qui sont de l'étranger. On travaille très bien ensemble.
Alors, il y a aussi une question, bien sûr, sur le coût moyen d'un suicide assisté par Life Circle. Parce que c'est... Il y a pas de coût moyen, il y a les coûts 10 000 euros. Et c'est extrêmement beaucoup. Et des fois, on a des dons et on utilise de ces 10 000 euros à peu près 9 000 à 9 500 euros pour une mort assistée. Ça couvre aussi la crémation, le transport du corps, le cercueil, l'envoi des cendres. Et comme on n'utilise pas tous les 10 000 euros de chaque mort assistée, un peu d'argent reste sur le compte de la fondation. Et comme ça, on peut payer pour les gens qui n'ont pas d'argent. On en est très, très content. On a écrit dans le guide, dans notre petit livret, que si on n'a pas assez d'argent pour payer les 10 000 euros, on peut demander à la fondation de réduire les coûts. Et c'est fait avec les dons et avec ce qui reste sur le compte. Alors, il y a une question, quelqu'un qui demande qu'est-ce qui vous a poussé à aider des malades en fin de vie, notamment des grands dépressifs. Des grands dépressifs. J'ai pas eu une expérience avec quelqu'un qui était dépressif, mais j'avais toujours l'impression que tout le monde devrait avoir le même droit à la vie et à la mort. Et si quelqu'un est dépressif, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens dépressifs qui sont malades d'une maladie incurable. Et s'ils ont fait des séjours dans les soins psychiatriques, ils ont prouvé que personne ne peut les aider. Et pourquoi ils doivent se jeter devant le train? Et même ce monsieur qui s'est jeté du roc, de la pierre, je pense qu'il ne voulait pas faire quelque chose comme ça pour sa famille. Il aurait voulu mourir en dignité avec sa famille. Je ne veux pas que quelqu'un soit violé, que quelqu'un soit dans une mauvaise situation de la famille à cause d'un suicide et peut-être un suicide raté qui donne encore plus de souffrance à la famille et à la personne qui a essayé de se suicider. C'est ce que me fait aussi m'investir pour que les gens avec dépression, avec schizophrénie, avec maladie psychiatrique ont le droit de mourir. C'est ma conviction. Merci. Alors, évidemment, il y a des réactions qui ne sont pas des questions, mais beaucoup regrettent qu'on soit loin de ce débat en France, qu'on ne puisse pas ou qu'on n'ait pas encore pensé à organiser des cafés tabous. Et à la fois en réaction à l'intervention de François Damas et de Dr Erika Prezig, beaucoup regrettent qu'en France, la relation médicale soit éclatée. Donc, on est en relation avec des spécialistes. Donc, cette alliance dont Dr Damas a parlé et dont vous, Dr Erika Prezig, vous êtes aussi sans doute imprégné, est difficile de ce fait à construire. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, vous auriez quelque chose à rajouter sur ce plan-là? Comment construire cette alliance malgré une médicalisation très technique, qui conduit les malades à avoir plusieurs interlocuteurs médicaux, médecins, etc. Alors, si l'un et l'autre veulent ajouter quelque chose sur je pense, comme M. Dama a dit, il faut en parler. Il faut en parler autant que possible. Et il faut aussi parler aux jeunes. Il faut enseigner les jeunes pour discuter de la situation de la mort, qu'on a le droit de mourir à la façon qu'on désire
et comme on a vécu à la façon qu'on désire. Et il faut parler aux psychiatres, il faut parler aux médecins, il faut peut-être avoir des cas juridiques, les gens qui estiment notre travail, ils sont prêts pour en parler officiellement. Et je pense qu'il faudrait avoir beaucoup plus de gens qui parlent ouvertement de leur expérience. Merci. Docteur François Damas, si vous voulez ajouter quelque chose? Rapidement, c'est vrai que la médecine moderne est fragmentée maintenant. On est pris en charge par 36 docteurs pour chaque fois un problème segmenté. On va chercher un cardiologue pour notre cœur, un pneumologue pour nos poumons, un ophtalmo, et ainsi de suite. Et on oublie le médecin généraliste. Puisque le médecin généraliste est là pour prescrire des pilules et de temps en temps et des certificats. C'est à ça que ça sert, les médecins généralistes, à leur grande âme. Et il ne faut pas oublier que justement ce médecin généraliste, le médecin de famille, qui doit rester le médecin de famille, c'est celui-là qui doit vous accompagner. C'est lui qui doit intégrer tous vos problèmes de santé, en faire un dossier unique, un complet, et avoir l'appréciation de votre personne, et pas seulement représentée par votre diabète ou votre hypertension. Et donc c'est ça qui est important, ne pas oublier son médecin généraliste et prendre le temps de faire un lien avec lui. Et ce que je constate souvent, c'est que les personnes utilisent les médecins généralistes comme des prestataires de services, elles vont chercher un certificat ou une vaccination, et puis se préoccupent de rien, et quand ils sont gravement malades, ils vont voir un spécialiste. Eh ben c'est raté, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut garder le lien avec son médecin traitant. Il est essentiel justement, parce que quand vous serez dans votre fin de vie, le spécialiste, il ne sortira pas de son hôpital ou de son cabinet. C'est pas lui qui se rendra chez vous, c'est votre médecin traitant. Et il n'est pas prévenu, il ne sait rien de mon parcours, c'est pas lui qui a soigné mon cancer. Ah ben voilà. N'oubliez pas votre médecin généraliste. C'est votre devoir de faire en sorte d'avoir un lien avec un médecin traitant. C'est pas uniquement les docteurs à qui il faut jeter la pierre, c'est aussi aux patients. C'est de leur responsabilité. Je suis catégorique, c'est pas très bien, mais bon, voilà. Bien, alors il y a aussi un témoignage, c'est pas une question, justement sur la relation avec l'équipe médicale. Quelqu'un qui dit: nous avons accompagné notre mère à l'hôpital dans un service de réanimation. L'équipe était très accueillante. Un de nos frères est infirmier anesthésiste. Ça a facilité la relation. Nous étions 4 enfants ainsi que mes 2 enfants, ses petits-enfants. C'était un moment d'intense émotion. Ça a transformé ma peur de la mort. Maman était paisible. Nous sentions la présence de notre père, décédé 18 ans auparavant. La mort, c'est la vie, et je suis heureuse d'avoir partagé ces heures avec mes propres enfants. Lorsque je partirai, ils sauront l'importance de ce lien. Donc, je pense que ça traduit bien cette nécessité d'associer la famille, d'associer les gens qu'on aime à ce moment difficile qui est la fin de vie. Voilà, oui. Je vais peut-être proposer à Denis Labelle et à... Je vais juste dire 2 mots avant la conclusion. En parlant des cafés tabous, rien n'empêche les Français d'organiser dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région, des cafés tabous. Ces cafés peuvent traiter effectivement de différents sujets un peu délicats. Il existe aussi des cafés Alzheimer, des cafés de la mort, et je crois que prochainement, Denis Labelle, enfin il nous confirmera, doit participer à un café politique, où il sera certainement question de loi et de fin de vie. Oui, juste un petit mot pour dire que je suis tout à fait d'accord avec François Damas en ce qui concerne le médecin généraliste et le médecin de famille. Malheureusement, dans notre société, il faut rappeler qu'en France, 75% des patients décèdent en institution. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans en milieu hospitalier et c'est moi qui suivais les patients en fin de vie jusqu'au bout. Et qu'au dernier moment, ou même quelques mois ou quelques semaines avant, on envoyait à l'hôpital parce qu'on n'arrivait plus à assurer. Et donc, le médecin hospitalier doit aussi être formé, ouvert, dialoguer bien sûr avec le médecin généraliste, c'est absolument fondamental,
Et c'est souvent lui qui a la charge à la fin d'assumer cette fin de vie et de traiter l'agonie, ce qu'on oublie de parler souvent. Donc voilà. Je voudrais dire aussi, en ce qui concerne, on peut peut-être dire le mot de la fin, non, maintenant. Moi, je pense que je voulais remercier les deux conférenciers. J'ai appris beaucoup de choses et puis je partage beaucoup de choses avec eux. Ce qui m'a frappé, je dirais deux choses. La première, c'est l'ouverture d'esprit qu'il y a aussi bien en Belgique, me semble-t-il, qu'en Suisse. C'est-à-dire que les gens parlent de la mort, parlent de la fin de vie, alors que chez nous, c'est vraiment très, très, très difficile, même entre collègues, de parler de ce sujet-là. Même à l'hôpital, où j'avais une collaboration étroite avec nombre de médecins, la mort, la souffrance n'était pas un sujet habituel, c'est pas un sujet fréquent. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant et positif, aussi bien dans la formation des médecins en Belgique que la discussion en Suisse. La deuxième chose qui m'a étonné, qui m'a surpris, mais c'est le Conseil de l'ordre. Là aussi, c'est une sorte de... Le poids du Conseil de l'ordre en France est considérable. En Belgique, je constate qu'il n'est pas nul, et en Suisse non plus. Il est bon de rappeler que le Conseil de l'ordre représente une infime minorité des médecins. Il y a moins de 20 à 25%, selon les années, de médecins qui votent pour le Conseil de l'ordre. C'est une obligation de payer au Conseil de l'ordre, ce qui est du reste contraire à la Charte des droits de l'homme. On ne doit pas être obligé de participer à une association où on ne partage pas les idées. Et ces conseils ont un poids considérable. Le Conseil de l'ordre en France est toujours opposé à tous les progrès sociologiques et progrès médicaux. Donc, je crois qu'il faut faire attention de ne pas associer, à pas identifier l'ensemble du corps médical au Conseil de l'ordre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Annie, je parlais. Oui, je voudrais confirmer à tous les participants qu'il sera tout à fait possible de revoir cette émission en replay, certainement sur notre chaîne YouTube. Donc, nous enverrons un message la semaine prochaine, sans doute, pour vous en donner les modalités. Voilà. On peut remercier peut-être, on peut vous remercier de votre présence, les conférenciers. Vous nous avez appris beaucoup de choses. C'est toujours essentiel de pouvoir dialoguer, d'apprendre, même quand on croit connaître un peu la situation. On en apprend toujours, ça c'est formidable. La deuxième chose, c'est que personnellement, j'ai un grand regret de ne pas voir les gens. On est devant un écran, combien y a-t-il personne derrière? C'est assez peu humain. Je trouve ça assez dur. En tout cas, tous ceux qui sont présents, merci d'être venus. Je te repasse la parole après, Annie, je donne mon point de vue. Nous espérons que la prochaine fois, on pourra faire une grande réunion nationale où vous serez tous présents et où le dialogue sera tout de même beaucoup plus facile. Merci. Oui, alors, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. Certaines sont des questions plus précises. Et donc, nous nous efforcerons d'y répondre et nous mettrons les réponses sur notre site Internet. Voilà. Merci à toutes et tous, en tout cas. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.